Bonjour à toutes et tous et bienvenue à votre rendez-vous digital de l'Agora DSI et l'Agora RSSI sur un thème qui nous et vous concerne toutes et tous, l'accessibilité numérique. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir Manuel Pereira. Bonjour Manuel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le responsable du pôle accessibilité numérique à l'association Valentin AUI. On va revenir, présenter cette association, parler de l'accessibilité numérique, définir, savoir où on en est aussi sur la France. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être l'association Valentin AUI ? Merci pour l'invitation. L'association Valentin AUI est une association qui a été créée en 1889. Donc c'est aujourd'hui l'association la plus ancienne dans le domaine de la déficience visuelle. Elle a 3600 bénévoles et autour de 600-700 salariés qui travaillent au sein de l'association. Et l'objectif principal de cette association, c'est de maintenir, de développer et de restaurer l'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes pour lesquelles on agit. Et ça, on le fait par le biais à la fois de services tels qu'une médiathèque, par le biais de formation avec un centre de formation professionnelle. Et puis, nous agissons également par le biais de notre pôle accessibilité numérique sur les sujets liés précisément aux enjeux du numérique et aux opportunités que le numérique peut représenter pour ces personnes, tant dans leur vie quotidienne que dans leur vie professionnelle, mais je pense qu'on va y revenir. Comment vous êtes arrivé à vous intéresser à l'accessibilité numérique? Parce qu'on parle beaucoup de l'accessibilité dans la rue, dans les magasins et sur le plan numérique. Alors, tout simplement parce que je suis d'abord concerné, puisque je suis moi-même aveugle de naissance et que j'ai été confronté aux enjeux de l'accessibilité numérique dans laquelle je baigne, moi, depuis la fin des années 90. Et très vite, je me suis rendu compte de l'opportunité que pouvait présenter l'accessibilité numérique. Quand on parle d'accessibilité numérique, il faut qu'on s'entende, c'est l'accessibilité on va revenir sur des sites internet et des applications mobiles et métiers. Et donc tout cet écosystème pourrait permettre aux personnes qui sont handicapées en France de pouvoir travailler de façon autonome comme n'importe qui, pour peu qu'on prenne en considération les exigences en matière d'accessibilité. Et du coup, c'est pour ça que je me suis intéressé de très près au sujet, parce que j'estime que c'est là une opportunité énorme pour favoriser l'inclusion des personnes handicapées, tant au niveau de leur vie sociétale, leur vie de tous les jours, que dans leur vie professionnelle. Et on va y revenir, même pour les entreprises, notamment dans le retail, et plus globalement pour les entreprises, ça peut même être une opportunité business, puisqu'il y a aussi un vrai marché derrière. Ça donne des arguments aussi aux directions pour aller voir leur direction générale, leur COMEX, pour investir sur le sujet. Mais on va y revenir, les entreprises vont bientôt y être obligées. Quelle est justement votre définition de l'accessibilité numérique? Comment vous pourriez le définir en quelques mots? L'accessibilité numérique, si on veut essayer de faire simple, ça consiste à permettre un égal accès à tous, quel que soit, donc un accès à tous les supports, quels que soient les outils techniques qu'on utilise pour accéder à ces supports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir accéder à un ordinateur, à une tablette, à une box. Donc ça, c'est l'aspect matériel, hardware, mais également, ça concerne l'accès à toute la base de documentaire au niveau numérique. Et donc, l'idée, c'est de faciliter cet accès, quelles que soient les aides techniques qu'on va utiliser, qu'on soit aveugle, malvoyant, sourd, handicapé moteur. Aujourd'hui, on devrait pouvoir accéder à toutes ces ressources sans barrière. Pour bien comprendre de quoi on parle, ça représente combien de personnes aujourd'hui en situation de handicap en France? Alors, en France, on a
12 millions de personnes handicapées en France, c'est-à-dire une famille sur 6 est concernée par le handicap. Et donc c'est énorme, c'est forcément autant de personnes qui aujourd'hui se retrouvent en difficulté pour accéder aux nouvelles technologies. En termes sur le cadre législatif, il y a une actualité qui va arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, avant de rentrer dans ce cadre-là, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à l'Europe, on en parlait juste avant cette interview, est-ce que par rapport à l'Europe, la France est plutôt bonne élève ou mauvaise élève? Et si on regarde encore un petit peu plus loin, comparé à d'autres continents, est-ce que l'Europe est plutôt, là aussi, bien avancée, mal avancée sur le sujet? Alors, la France, malheureusement, est classée dans les mauvais élèves. Elle s'est même fait rappeler à l'ordre par l'Europe il y a quelque temps. L'Europe, en tant que telle, j'ai envie de dire, a un niveau d'accessibilité qui est relativement moyen comparé à d'autres pays comme les États-Unis. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des outils aujourd'hui juridiques aux États-Unis dont nous ne disposons pas forcément en Europe, notamment les actions collectives, et qui font qu'aujourd'hui, forcément, ça a permis de débloquer un certain nombre de choses de l'autre côté de l'Atlantique. Maintenant, la France, en termes d'accessibilité, on est à un niveau qui est très difficile, puisque on a des chiffres d'accessibilité qui sont inférieurs à 3%. Donc 3% des sites web sont accessibles. Donc 97% des sites web ne sont pas accessibles. Absolument. Pour les personnes en situation de handicap. Quel est le cadre justement donc, législatif actuel et futur sur le sujet? Aujourd'hui, les 97% des sites qui ne sont pas accessibles, à quel cadre législatif sont-ils soumis? Et qu'est-ce qui va arriver là dans les prochains mois? Alors, il y a une législation qui existe depuis fort longtemps et qui concerne le secteur public. Aujourd'hui, si on écoutait, si on appliquait la législation, tous les sites publics devraient être accessibles depuis 2012. Malheureusement, le constat aujourd'hui qui est fait notamment par une autre association avec un observateur du respect des obligations indique qu'on est à un niveau qui est de l'ordre de 3%, voire même un peu en deçà. Maintenant, pour ce qui concerne le secteur privé, il va être directement concerné, mais pas le secteur privé dans sa globalité. Une partie du secteur privé va être concernée par la transposition d'une directive européenne, qui est la directive 2019-882, qui va entrer en vigueur à partir du 29 juin 2025 et qui va concerner deux secteurs clés que sont le secteur bancaire et le secteur du e-commerce, et puis également le secteur lié aux livres numériques. Donc il y a là des enjeux énormes par rapport à cette directive, puisqu'il y a une obligation qui va entrer en vigueur à partir du 29 juin et qui va faire que ces sites vont devoir respecter des normes. Il y a une norme alors c'est une norme un peu barbare, mais qu'on appelle la norme EN 301-549, qui est une norme qui est directement inspirée des Web Accessibility Content Guidelines, WCAG, pour les gens qui connaissent un peu le sujet, qui sont édictés par un organisme international directement dérivé du W3C. Il y a quelque chose, et en préparant cette intervention, et on va en parler aussi avec les DSI, les RSSI qui sont connectés. Je le disais là juste en amont, ça fait 5 ans, un peu plus que je baigne dans le secteur de l'IT. Je n'avais jamais entendu parler de ce sujet-là. En préparant cette intervention, on l'a dit, 12 millions de personnes concernées. Et finalement, on était assez choqués de se dire, on n'en parle pas. Aujourd'hui, quand on parle d'IT, on parle beaucoup des enjeux de cybersécurité, on parle d'un tas d'enjeux, mais pas de l'accessibilité numérique. On va en échanger, bien sûr, avec les DSI qui sont connectés.
Mais comment cela se fait selon vous? Parce que là aussi, on va faire la transition, mais dans le retail, il y a un vrai marché aussi de 12 millions de personnes. Alors, il ne faut pas avoir de tabou par rapport à l'accessibilité. Il y a 2 points clés qu'il faut prendre en compte. Premièrement, est-ce que l'accessibilité coûte plus cher? Oui, l'accessibilité coûte plus cher. Il faut arrêter d'avoir un discours qui dit non, l'accessibilité, ça ne coûte pas plus cher dans un projet. Si, il y a un surcoût, il faut le dire. Maintenant, quand on regarde ce surcoût, quand on le compare par rapport à un budget global, il est clair que ça ne représente pas grand-chose. Deuxième point, pourquoi aujourd'hui on connaît aussi mal l'accessibilité? Tout simplement parce que dans les cursus de formation des personnes qui veulent travailler dans les métiers du web, l'accessibilité n'est quasiment pas enseignée. Elle est au mieux elle fait au mieux partie d'une sensibilisation de 2 ou 3 heures en première année ou en deuxième année, sans aucune sanction derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun examen, on n'atteste pas des connaissances de la personne sur ces sujets-là. Donc du coup, on arrive à ce niveau d'accessibilité essentiellement par méconnaissance des acteurs du métier, et cette méconnaissance, elle découle précisément de l'absence de formation, et c'est ce pourquoi on milite aujourd'hui. Comment ça se concrétise de manière très concrète? Qu'est-ce qui rend un site web accessible à la fois pour les non-voyants ou malvoyants, les personnes sourdes? Comment ça se concrétise? C'est le respect de règles, de bonnes pratiques simples. Par exemple, le fait d'avoir des liens explicites, donc avec des alternatives textuelles explicites. Donc il y a une voix, ça veut dire que quand vous allez... pardon, mais pour bien comprendre et pour que les personnes qui nous écoutent comprennent bien en quoi cela consiste, quand vous allez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, il y a une voix qui dicte ce qu'il y a affiché à l'écran? En fait, les personnes vont utiliser ce qu'on appelle des aides techniques, et si on prend le cas des personnes aveugles, elles vont utiliser ce qu'on appelle un lecteur d'écran qui va restituer vocalement les informations qui sont présentes à l'écran, et également en braille pour ceux qui lisent le braille. D'accord. Donc à partir de là, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter pour que la personne puisse naviguer sur sa page. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui va consulter une page web et qui a un handicap visuel, elle n'a pas la vision globale de la page que vous allez avoir en tant que personne voyante. Elle va devoir faire une lecture séquentielle de sa page. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour qu'elle aille rapidement consulter les informations qu'elle cherche, il faut que sa page soit convenablement structurée, avec une hiérarchie de titres cohérente, avec des champs de formulaires qui disposent d'étiquettes qui permettent de bien identifier les champs de formulaires pour savoir qu'on doit saisir nom, prénom, adresse, et ainsi de suite. Il faut que les listes déroulantes soient également correctement conçues, que les photos, les images qui sont présentes sur les pages disposent d'alternatives textuelles si elles sont là pour informer, alors que si elles sont là pour décorer, ce qui n'est pas interdit, on peut mettre des images décoratives, mais il faut mettre ce qu'on appelle un halte vide pour que les lecteurs d'écran passent par-dessus et qu'on ne soit pas pollué par ces images décoratives lorsqu'on accède à la page avec une synthèse vocale. Donc ce sont vraiment des règles de bonnes pratiques. C'est simple finalement. Il faut suivre. Ce qui va convertir, si je puis dire, en audio une page web, c'est une application que vous avez en plus sur votre ordinateur, ou voire même convertir en braille. Mais en tout cas, c'est vraiment la structure du site internet qui rend accessible celui-ci. Alors, il y a ça, il y a une démarche aussi importante sur laquelle je voudrais revenir, puisque on a le privilège d'avoir des personnes qui sont des DSI qui nous regardent ce soir. C'est aussi d'intégrer dans la démarche des tests utilisateurs, c'est-à-dire de confronter le travail qu'on va faire en termes de développement, de production, aux utilisateurs et aux aides techniques que ces utilisateurs vont utiliser pour vérifier que, d'un point de vue ergonomie, d'un point de vue accessibilité, le travail a été fait. Et je voudrais juste revenir sur un point important, c'est que on parlait tout à l'heure de coûts.
Mais il faut aussi effectivement se rendre compte que c'est une opportunité de business, 12 millions de personnes, c'est quand même pas rien, et ça représente du chiffre d'affaires. Je vais donner ici un chiffre qui m'a été donné par une grande multinationale, dont je ne dirai pas le nom, mais qui a fait une étude à l'échelle mondiale et qui a abouti au résultat que le fait de ne pas rendre ces produits accessibles aux personnes handicapées dans le monde entier lui faisait perdre entre 1 à 1,5% de son chiffre d'affaires, c'est-à-dire entre 1 milliard et 1,5 milliard de dollars. Et à contrario, la marque qui, elle, a fait l'effort, récupère finalement ce marché-là, si je puis dire. Eh bien, on peut prendre l'exemple du e-commerce. Il y a une marque qui, aujourd'hui, travaille sur l'accessibilité et qui a fait des efforts sur le sujet. Aujourd'hui, les personnes déficientes visuelles sont très fidèles à cette marque. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'aujourd'hui, c'est le site qui est le plus utilisable pour elles et sur lequel elles peuvent faire leurs courses en ligne. Alors que les courses en ligne, c'est une opportunité pour les personnes déficientes visuelles et pour les gens qui proposent ces services, puisque le système du e-commerce permet à la personne de faire ses achats tranquillement chez elle, de ne pas dépendre de quelqu'un pour aller faire ses courses en grande surface, et ensuite de pouvoir être livré chez elle, ranger ses courses et être parfaitement autonome dans sa vie quotidienne. Vous avez parlé de la législation et de la nouvelle législation qui va rentrer en vigueur le 29 juin 2025, donc demain, si je puis dire. Quel est le gendarme sur le sujet? C'est-à-dire que si on va au bout de la démarche, je suis dans le secteur du retail, je suis dans le secteur de la banque, je ne prends pas en considération cette législation-là. D'abord, première question, qui va contrôler? Et deuxième question, quelles sont les sanctions envisageables? Alors, aujourd'hui, qui va contrôler? Suivant le secteur, les autorités de contrôle vont être différentes. Vous avez une autorité de contrôle qui est la DGCCRF, qui va travailler essentiellement sur le secteur du e-commerce, Oui. mais elle peut également être appelée à intervenir dans le domaine des assurances, par exemple. Et puis, vous avez les autorités bancaires, telles que la Banque de France, qui vont travailler sur tout ce qui est contrôle pour les banques en matière d'accessibilité. Donc ça, c'est une demande qu'on a obtenue au niveau associatif, et sachant que des canaux de signalement vont être mis en place par ces autorités pour que les particuliers, donc les personnes concernées, mais également les associations comme nous, puissions faire directement des signalements à ces autorités de contrôle par rapport aux sites qui ne seraient pas conformes et qui ne respecteraient pas les obligations. Les sanctions, aujourd'hui, elles ne sont pas si importantes que ça, puisqu'elles peuvent atteindre au maximum, je simplifie, hein, mais elles peuvent atteindre un maximum de 300 000 €. Donc c'est pas non plus, quand on compare les sanctions qui sont prononcées aux États-Unis et les condamnations qui sont prononcées aux États-Unis, c'est quand même pas énorme. Voilà. Mais alors, ok, très bien, c'est pas énorme, mais est-ce qu'elles sont appliquées, au moins? Vous le dites, il y a des condamnations qui tombent aux États-Unis. En France, est-ce qu'on a déjà vu des entreprises être condamnées parce qu'elles n'avaient pas respecté cette législation? Pour le moment, sur les entreprises, il n'y a pas eu de condamnation parce que la législation ne s'y prêtait pas. Mais à partir du 29 juin, on aura un arsenal législatif qui pourra nous permettre éventuellement d'arriver à des condamnations via les autorités de contrôle. La DGCCRF est une autorité de police, hein, donc elle peut prononcer des sanctions. Et sur le secteur public, là aussi, une grande partie reste inaccessible, si je puis dire? Oui, le secteur public reste inaccessible, très largement inaccessible, avec une autorité de contrôle qui, elle, est différente, puisqu'il s'agit de l'Arcom, et qui, aujourd'hui, a la possibilité de faire prononcer des sanctions, mais avec une procédure qui est tellement lourde. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu vraiment de sanctions qui ont été prononcées. Je me mets à la place des DSI qui nous écoutent et qui, peut-être demain matin, et je l'espère, voudront se pencher sur le sujet. Vers qui doivent-ils ou doivent-elles se tourner? Est-ce que des associations comme vous aussi les accompagnez pour les diriger vers les bonnes personnes? Alors,
Oui, nous, on propose quand on nous contacte, après échange, une liste de prestataires qui sont, de notre point de vue, des gens connus et reconnus sur le sujet. On ne donne pas un nom, on en donne plusieurs, et ensuite, il faut faire son benchmark pour faire son choix. Et puis, en tant qu'association, nous organisons aussi des événements autour de l'accessibilité, et nous organisons, pour ce qui nous concerne, un événement national qui en est à la 6e édition cette année, qui s'appelle A11Y Paris, et qui, aujourd'hui, a pour vocation justement de travailler le sujet de l'accessibilité autour de conférences, de tables rondes et d'échanges avec les professionnels, les utilisateurs, les autorités de contrôle. Cette année, toutes les autorités de contrôle vont être présentes à l'événement que nous organisons le 25 juin prochain, pour justement être là et répondre éventuellement aux interrogations des gens qui vont venir assister à l'événement et qui, légitimement, ont des questions sur ces sujets. Merci beaucoup, Manuel Pereira. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle accessibilité numérique au sein de l'association Valentin AUI. Je remercie aussi Axel Jacquier, DSI des apprentis d'Auteuil, DSI et membre fidèle pour la mise en relation qui a été faite et nous avoir permis de vous recevoir aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés pour cette interview.